Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h. À la une du journal, les voyants sont presque au rouge pour ce qui est de l'économie dans la sous-région CEMAC. Le taux de croissance 2016 est très faible, moins 0,4%. Comment faire pour relever la tête? C'est l'objet d'une grande réflexion qui s'est tenue aujourd'hui à Douala dans le cadre de la 3e session du comité de pilotage des politiques de réforme économique et financière de la sous-région avec une recommandation pratiquement encouragement des mariages entre la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et le Fonds monétaire international. Comment procéder? C'est les conseils qui ont été enregistrés aujourd'hui. Les ministres en charge de l'économie et des finances étaient rassemblés dans la capitale économique du Cameroun. C'est un rapport tout à fait gênant et les pouvoirs publics parlent d'un rapport mensonger venant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de Human Rights Watch au sujet de l'encadrement de la lutte contre Boko Haram. Ce rapport accuse à nouveau les forces de défense du Cameroun. Ce rapport parle également de ce Cameroun-là qui libérerait de façon forcée des réfugiés nigérians au mépris des accords signés ici à Yaoundé en juin 2016. L'État camerounais, l'opinion d'une façon globale, parle d'un nouveau faux rapport. Le sport expose-t-il aux maladies cardiovasculaires en cette semaine consacrée aux maladies du cœur? La rédaction de Vision 4 interroge la place du sport, constatant justement que plusieurs sportifs sont frappés par ces maladies aujourd'hui. Selon les spécialistes rencontrés, le sport garde tous ses mérites. Le sport reste même plutôt encouragé. Mesdames, et voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous vous proposons le développement juste derrière. D'abord, ces mesures spéciales qui sont prises dans le nord-ouest et le sud-ouest pour protéger les populations suite à la circulation des tracts et autres messages qui appellent à des mobilisations le 1er octobre prochain. On a par exemple ces mesures qui sont prises par le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalia Bilai, qui appelle d'abord les populations à rester chez elles, qui appelle également les parents à garder leurs enfants à la maison entre le vendredi 29, c'est-à-dire demain à partir de 21 h, jusqu'au lundi 2 octobre à 7 h. Ces mesures spéciales concernent par exemple aussi l'interdiction des activités des motos-taxis, l'interdiction des mouvements de personnes et suspension du transport interurbain entre différentes localités dans le sud-ouest, fermeture des frontières terrestres et maritimes, fermeture des bars, snack-bars et autres boîtes de nuit, interdiction de tout rassemblement de plus de 4 personnes, entre autres mesures présentées sous la forme de 2 communiqués par le gouverneur Bernard Okalia Bilai, qui indique également que le calme doit revenir dans la région. Pour cela, le gouverneur il recommande aux populations de bien vouloir ignorer tous les appels à manifester ou tout acte de destruction qui pourrait motiver une ferme réaction de l'armée. Le gouverneur appelle les parents à garder leur progéniture à la maison pour leur sécurité, que toutes les autorités traditionnelles, religieuses, les leaders politiques et élites prennent leurs responsabilités en sensibilisant leur communauté sur la nécessité de rester à domicile et d'éviter tout acte de provocation. Les pouvoirs publics, notamment le président de la République, ayant donné des instructions pour le déploiement de l'armée dans le nord-ouest et le sud-ouest. La question n'a cependant pas été ouvertement abordée au cours du conseil de cabinet, le dernier du mois, qui s'est tenu aujourd'hui à la primature. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont examiné les implications de cet accord économique triennal entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. La même question qui était abordée à Douala entre les différents ministres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en charge des questions économiques et financières. Le taux de croissance 2016 en zone CEMAC est très faible, moins 0,4%. Il faut relever la tête face à la crise économique causée par la chute du baril du prix du pétrole. Et l'option choisie par ces ministres semble être le Fonds monétaire international. Edmond Fautué. Du fait de la polarisation de leurs économies, reposant en grande partie sur les exportations des matières premières de base, le taux de croissance des pays de la CEMAC s'est établi à moins 0,4% en 2016
contre 1,8% en 2015, un niveau jamais atteint au cours des 15 dernières années. En 2017, il s'affermirait légèrement à 0,4%. Ceci grâce à une amélioration des termes de l'échange et de la mise en œuvre des réformes, principalement dans le cadre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Ce tableau a été présenté ce 28 septembre 2017 à Douala au cours de la 3e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Les ministres de l'économie et des finances des pays membres qui ont pris part aux assises de Douala ont constaté qu'en 2016, les soldes budgétaires étaient tous déficitaires. Cela traduit à suffisance que les différentes mesures mises en œuvre n'ont pas encore donné les résultats escomptés. S'agissant de l'évaluation de l'état de conformité en 2016 aux critères de convergence, la communauté CEMAC, ici réunie, a observé 2 critères sur 4, à savoir ceux relatifs à l'inflation et l'endettement. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad ont respecté 2 critères sur 4, ceux afférents à l'endettement et l'inflation. La Centrafrique a respecté un seul critère, celui relatif à l'endettement. Le Congo n'a observé aucun critère. Ainsi, les critères sur la non-viabilité budgétaire et la non-accumulation d'arriérés de paiement n'ont été observés par aucun État membre. Dans le but de faciliter le redressement des finances publiques, les pays n'ayant pas encore conclu un programme avec le FMI ont été invités à le faire afin que la communauté tout entière puisse œuvrer ensemble pour la sortie de crise. La voie de sortie semble donc être le Fonds monétaire international dans le cadre des programmes économiques. On vous le disait, les ministres du gouvernement camerounais ont parlé de cette question aujourd'hui au cours d'un conseil de cabinet. Autre élément important à verser dans ce dossier, ce sont les causes de la situation économique actuelle de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À cette question, le Paul Motazé dresse le tableau tout en indiquant quelques pistes de solutions. Je vous propose de l'écouter. S'agissant des États qui sont déjà sous programme, un certain nombre de mesures ont déjà été mises en place. Il ne s'agit pas que au niveau des États, il y a aussi des travaux à faire au niveau de la sous-région, c'est-à-dire de la CEMAC, de la BEAC. Et lorsqu'on voit l'application des premières mesures qui ont été prises, on note déjà un relèvement qui n'est pas encore au niveau que nous souhaitons, mais nous notons déjà un relèvement des réserves. Parce qu'il faut savoir que la crise économique que nous connaissons, qui est causée par les éléments que vous connaissez, baisse du prix du pétrole, situation insécuritaire qui entraîne un certain nombre de dépenses, la conséquence immédiate, ça a été une chute drastique des réserves de change, une chute drastique des réserves de change. S'agissant des premières mesures qui ont été prises et de l'apport, parce que nous avons déjà reçu des fonds de certains partenaires, notamment du FMI, lorsqu'on fait la combinaison de toutes ces raisons, ainsi que les mesures prises au niveau de la BEAC, on a déjà assisté à l'arrêt de la baisse des réserves. C'est-à-dire que cela a été stoppé et maintenant nous voyons une remontée progressive des réserves de change. Cette remontée n'a pas encore atteint les niveaux que nous souhaitons, mais il est clair que ces premières mesures sont encourageantes. Le Paul Motazé est le ministre camerounais chargé de l'économie. On le sait, le Fonds monétaire international va également ouvrir un programme économique avec la République du Congo. Christine Lagarde, la directrice générale, l'a confirmé au cours d'une rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso. C'était en marge du sommet de l'Organisation des Nations Unies du côté de New York. Et une mission du FMI est sur le territoire congolais depuis ce début de semaine. Et depuis mardi, les négociations ont commencé avec un comité qui a été mis sur pied et une méthodologie qui est arrêtée pour aboutir à la mise en œuvre de ce programme économique. Pascal Ngagandiaï. Suspendu entre-temps pour des raisons électorales, les discussions bilatérales que le Congo a engagées avec le Fonds monétaire international résultent des conclusions de la réunion des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenue le 23 décembre 2016, à laquelle prenait également part Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Ce en vue d'un appui budgétaire après avoir conclu un programme avec cette institution.
Le Congo, qui vient de relancer ses discussions avec le FMI à Brazzaville depuis mardi, à l'occasion de cette 3e visite de la mission du FMI, n'y prend pas part de main morte. Il s'est constitué en interne une commission chargée de négociations qui fait face aux experts et aux exigences du FMI. Tout dépend de la capacité de négociation du pays. Parce que lorsque nous rentrons en ajustement structurel, c'est au pays de proposer un certain nombre de mesures. Et si vous ne vous préparez pas, si vous ne prenez pas la précaution de mener des études pour voir dans quel domaine il faut ajuster, vous donnez toute la latitude aux experts du FMI d'ajuster tel qu'ils le veulent. Et cet ajustement peut être aveugle. Le contraire a des conséquences telles que toute la latitude de décision revient aux experts venus du FMI. Quand un expert du FMI arrive pour faire l'ajustement, pour lui, il faut réduire les dépenses. Et partout où il estime que la dépense publique est élevée, il va essayer de réduire. Si cette dépense est élevée au niveau des salaires, il va essayer de réduire les salaires. Si cette dépense est élevée au niveau des investissements, il va essayer de réduire les investissements. Peu importe. Pour l'expert du FMI, c'est d'avoir réussi à ramener vos dépenses au niveau des ressources. Comme venait de le déclarer M. Lucien Ibata, le président du comité technique pour la partie congolaise, les Congolais doivent être rassurés que le gouvernement travaille pour eux. Il ne s'agira pas de recommandations ni de conclusions à sens unique. On ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, cette journée est consacrée à l'accès à l'information. C'est une journée internationale ce 28 septembre, même si on n'a pas noté de réelles manifestations au Congo comme au Cameroun. Mais la réflexion reste toujours là, celle liée au droit d'accès à l'information au niveau des médias, mais également au niveau de l'opinion. Comment situer cette nécessité aujourd'hui, mes chers Cyril Tchungi? Les unes des journaux et les sujets traités dans les radios et chaînes de télévision ne laissent aucun doute sur le droit d'accès à l'information au Cameroun. Le droit à l'information au Cameroun est une réalité. Figurez-vous que tous les ministères vous envoient des invitations pour couvrir leurs événements. Et à l'issue de ces événements, vous avez certains responsables qui sont soumis au jeu de questions-réponses que vous leur proposez. Seulement, des experts estiment que tout n'est pas susceptible d'être publié par la presse. C'est le cas des documents dits confidentiels. Ces messages, lorsque vous voyez ces messages, ont un auteur, n'est-ce pas, une origine, comme on dit, l'origine, n'est-ce pas, du rédacteur, celui qui signe le message. Et les destinataires sont bien mentionnés sur le message. Comment voulez-vous que ces messages aujourd'hui puissent être publics? Les journalistes, dans leur mission d'informer, pensent qu'il n'existe pas de documents confidentiels. Pour eux, tout dépend de l'usage dont on en fait. Il doit traiter, n'est-ce pas, le document qu'il avait lu, au lieu de publier ça, par exemple, en fac-similé, comme la plupart de nos confrères le font. Ben là, vraiment, il tombe sur le coup de la loi. Pour ce qui est des informations liées à l'armée, il faut beaucoup d'abstinence. Le seul point que l'on pourrait relever, c'est le secret défense. C'est-à-dire un secret qui pourrait, n'est-ce pas, s'il était divulgué, mettre à mal la sécurité d'un pays ou alors la consistance opérationnelle de la force. À partir de ce moment, nous mettons des balises et l'armée camerounaise n'est pas la seule à ériger ces balises que l'on appelle secret défense. C'est pratiqué dans toutes les... Ainsi, l'on peut dire que le traitement et la diffusion des informations appellent à la conscience et au patriotisme des journalistes. Et la question du droit à l'information sera certainement abordée demain avec le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, qui va effectuer une visite au sein du groupe L'Anecdote demain en fin de matinée. Autre question qui pourrait également être de mise, celle liée à ces rapports accablants contre le Cameroun, le dernier étant celui du HCR et de quelques organisations sur la lutte contre Boko Haram, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et une autre organisation qui s'occupe des droits de l'homme pense que l'armée camerounaise ferait quelques exactions contre des réfugiés, notamment les réfugiés nigérians. Ce rapport est problématique et contesté aujourd'hui parce qu'il semble ignorer les accords tripartites signés au mois de juin 2016 ici au Cameroun et qui organisait le système de rapatriement des réfugiés. Mathieu Wamba.
Les rapports s'enchaînent sur l'armée et l'État du Cameroun. Après Amnesty International, c'est au tour de Human Rights Watch d'accuser les forces de défense et de sécurité du Cameroun des actions commises sur les réfugiés nigérians. Viols, extorsion, brimades, traitement dégradant, expulsion forcée de réfugiés, tout y passe. Ces rapports amènent les autorités camerounaises à s'interroger sur les véritables intentions de ces ONG. Au Cameroun, les autorités parlent d'une armée de métiers, bien formée et dont les actes à elle imputés ne sont qu'un dilatoire, en plus, pour jeter le discrédit sur sa grande muette. Depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram et l'afflux massif de réfugiés fuyant la guerre, les forces de défense et sécurité du Cameroun ont toujours été aux côtés des populations civiles sinistrées pour apporter assistance et sécurité dans les camps, et principalement celui des Minawao. Le rapport de 60 pages de Human Rights Watch ne s'arrête pas là et accuse également les autorités camerounaises d'expulsion. Plus de 100 000 depuis 2015 qui auraient pris le chemin de retour au forceps. Mais ce qu'il ne dit pas ce rapport, c'est que le Cameroun requiert 243 millions de dollars pour faire face à cette situation. Quand les bailleurs de fonds et l'ONU ont fait défection, abandonnant le pays seul face à une crise humanitaire qui se profile au nord du pays. De plus, la rencontre tripartite Cameroun-Nigeria-HCR le 16 juin 2016 pour organiser les retours volontaires a été occultée par le rapport de l'ONG. On note donc un manque de franche collaboration entre le HCR et les autorités camerounaises. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ne décolère pas, évoquant la méconnaissance d'un dossier dans lequel Human Rights Watch se serait fourvoyé. Mais au-delà des récriminations contre ces ONG, le peuple camerounais interroge l'attitude du HCR qui contribue à entretenir la confusion dans l'opinion. Nous rappelons ces mesures qui ont été prises dans le sud-ouest à l'effet de sécuriser les populations. Le gouverneur rappelle que le chef de l'État a donné des instructions pour le déploiement des forces de défense afin de sécuriser les populations. Pour accompagner cette mobilisation, le gouverneur prescrit ces mesures: interdiction des activités de moto-taxi, interdiction des mouvements des personnes, suspension du transport interurbain entre différentes localités, fermeture des frontières terrestres et maritimes, fermeture des bars, snack-bar, haute débit de boissons et boîtes de nuit, interdiction également de tout rassemblement de plus de 4 personnes. Ces mesures vont de vendredi 29 septembre à 21 h au lundi 2 octobre à 7 h du matin. Voici une opération qui vient peut-être soulever la question de la décentralisation et la gestion du cantonnage au Cameroun. Vous avez certainement observé qu'entre Yaoundé et Simalène, les problèmes de visibilité se posent. Les hautes herbes semblent perturber la circulation, causant des accidents de la circulation justement. Le cortège présidentiel a également vécu justement ces moments de couverture et d'obstruction de la visibilité. En attendant les réponses à la décentralisation, le préfet de la Mefoua-Famba a pris lui-même la machette pour procéder au cantonnage. C'était aujourd'hui Gaël Jakam. Donner une meilleure visibilité de la route aux automobilistes empruntant l'axe routier Yaoundé-Simalène et contribuer de manière efficace à la préservation saine de l'environnement, telles sont les recommandations prescrites par le préfet du département de la Mefoua-Famba à l'équipe chargée de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Cet axe a une importance double. Déjà, ça conduit à la région du Sud et ça conduit à nos pays voisins, le Gabon, la Guinée équatoriale. Donc nous voulons que cette parcelle doit toujours être maintenue dans la propreté pour que le visiteur qui arrive au Cameroun ait déjà une bonne image de notre pays. Cette séance d'investissement humain s'inscrit également dans le cadre de l'opération Zéro Accident sur cet axe routier, d'ailleurs très prisé. Pour le maire de la ville de Fou, présent sur les lieux, cette initiative mérite des encouragements. Je suis très ému de savoir que monsieur le préfet a mis du sien dans cet assainissement humain auquel je suis si habitué. Ma fierté est de ce que l'autorité administrative descende faire ce travail. Les travaux qui couvrent toute la zone de Kolda 1 ont vu également la participation du chef de ce canton venu soutenir le préfet dans cet élan. C'est de trouver d'abord des jeunes gars volontaires qui peuvent nous aider à faire ce cantonnage. Ça, c'est mon apport
matérielle et physique. Le préfet de la Meufouya-Famba, Emmanuel Mariel Djigden, ne s'est pas limité à donner des directives. Il a également tenu à apporter sa modeste pierre à l'édifice de cette localité. Comme pour dire, l'exemple vient du haut. Ici connaît. Parlons d'autre chose à présent, c'est journée mondiale de lutte contre la rage. Les opérations de sensibilisation et de vaccination se sont poursuivies. On parle de pas moins de 3 jours de sensibilisation. 45 000 bêtes sont visées, des animaux domestiques, aller vers l'atteinte des résultats qui viseraient à annuler totalement les maladies rabiques à l'horizon 2030. Ce jour était encore poursuite de sensibilisation. Vanessa Bindi. Considérée comme l'une des zoonoses les plus redoutables dans le monde, la rage constitue également une menace pour l'homme. La prolifération sans cesse croissante de celle-ci dans les pays en voie de développement est l'une des raisons qui ont poussé les organisations internationales telles que l'OMS et l'OIE à mettre sur pied une journée internationale de lutte contre la rage. La rage est une maladie endémique au Cameroun, très endémique. Je peux vous dire que chaque jour dans une clinique vétérinaire, il y a un cas de chien mordeur rapporté au Cameroun quelque part chaque jour. Et nous avons des mortalités, je vous ai dit tantôt que pas plus tard que la semaine dernière, on nous a rapporté quelque part au Cameroun un chien enragé qui a mordu 11 personnes. Pour atteindre l'objectif 0 cas de rage d'ici 2030, il est plus qu'important de prendre soin de nos animaux en les faisant vacciner au moins une fois par an, car il a été estimé que la vaccination de 70% des chiens dans les pays infectés pourrait éradiquer la rage et favoriser le risque zéro chez les hommes. C'est chaque année qu'il faut vacciner son chien, que ce soit la rage, que ce soit le vaccin habituel contre les tiques et tout ça là. Voilà, donc c'est un budget un peu, mais quand on aime quelque chose, on prend soin. C'est vrai, la vaccination est un peu coûteuse, c'est un peu coûteuse, disons dans le privé, c'est un peu coûteux. Et puis nous le vaccinons souvent après 6 mois, bon ça dépend. Il sera également question au cours de cette campagne d'élaborer le projet de plan national opérationnel de contrôle et d'éradication de la rage au Cameroun. Et à ce jour, 19,1 millions de vaccins anti-rabiques ont été distribués par l'OIE dans les pays situés en zone endémique. Et puis on parle d'environ 1000 doses de vaccins déployées en République centrafricaine, toujours dans le cadre de la même opération de vaccination et de sensibilisation. Ce pays a enregistré de nombreux morts il y a de cela 1 an. Le gouvernement centrafricain veut inverser la tendance à Mwazawono. Lorsque cette endémie a fait surface en République centrafricaine il y a 1 an, plusieurs personnes étaient déjà tombées sur le carreau. Beaucoup d'enfants sont morts suite à la rage. Dernièrement, à Bouda, 3 cas de mortalité des enfants suite à la rage. D'où cette lutte acharnée de l'État à éradiquer cette pandémie qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Nous voulons prendre le devant des choses et comme aujourd'hui c'est la journée de vaccination gratuite, le ministère a tout fait pour avoir 1000 doses afin de vacciner les animaux domestiques, chiens, chats, singes, gratuitement. La campagne spéciale de vaccination lancée ce jour à Bangui et qui coïncide avec la journée mondiale de la rage vise à immuniser les animaux domestiques afin de lutter contre cette épidémie. C'est éduquer la population, c'est de sensibiliser et de mettre les mesures préventives en place pour pouvoir éradiquer vraiment la rage. Une campagne qui a malheureusement pas connu un engouement à cause de cet adverse qui s'est abattu dans la ville de Bangui. Beaucoup de propriétaires ne sont pas informés à cause de l'intempérie aussi. Certains ne sont pas venus. Donc nous espérons que d'ici demain, qu'il y ait un rattrapage pour permettre à ces propriétaires-là d'amener leurs animaux à la vaccination. Les techniciens mobilisés par le ministère de l'élevage accordent encore une journée, celle de demain, pour permettre aux populations à venir gratuitement vacciner les animaux. Les villes concernées par cette opération sont Bangui et ses périphériques, Degoa, Gako et Bandoro.
Demain également, grosse mobilisation contre les maladies cardiaques avec la marche du cœur programmée à Douala, la capitale économique du Cameroun. Et en cette semaine consacrée au cœur, une interrogation, celle concernant l'implication et l'exposition des sportifs aux maladies du cœur. Plusieurs cas ont été enregistrés ces derniers temps. D'aucuns ont pensé justement que le sport était devenu plutôt un danger. Les spécialistes disent non. Le sport semble encore garder tous ses mérites. Maxino Tabak. Le sport peut-il être un danger pour le cœur? Pas dangereux, mais ça nécessite au préalable de faire une bonne enquête pour se rassurer que le cœur est sain. En termes de crise cardiaque en milieu sportif, les cas sont nombreux, même jusqu'au plus haut niveau. Comment comprendre le phénomène? Les personnes qui pratiquent du sport de haut niveau, à la longue développent, le cœur est remodelé, d'accord? Ces personnes ont le cœur qui devient hypertrophié et ce cœur est certes plus fort, mais dans certaines situations peut être susceptible, peut préconiser la survenue d'arrêt cardiaque si toutes les visites, si toutes les analyses n'ont pas été faites, je vais dire de manière rigoureuse. Le cœur aura toujours besoin du sport, mais avec quelques dispositions au préalable. Parce que si une personne a au préalable une cardiopathie, donc une maladie du cœur, il y a des maladies particulières qui peuvent être très nocives si on pratique des activités physiques intenses. Voilà qui est dit. Ce qui est dit également et ce qui est fait, le personnel du groupe L'Anecdote est désormais informé. On sait presque tous quel est l'état de santé de nos cœurs. Une opération de dépistage des maladies cardiaques a été organisée aujourd'hui par les spécialistes de la Fondation camerounaise du cœur, une initiative du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou-Belinga. Nobert Eboudé. 17,3 millions, c'est le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre qui devrait atteindre 23,6 millions d'ici 2030 si rien n'est fait. La peur au ventre, le groupe L'Anecdote passe à l'offensive avec des méthodes préventives pour son personnel, lequel personnel bénéficie à chaque fois d'une prise en charge, aussi bien dans les formations sanitaires que dans les locaux du consortium des médias, comme ce jeudi, à travers des consultations diverses des spécialistes de la Fondation camerounaise du cœur. Ici, prise de poids, de la taille, de la tension artérielle sont au rendez-vous. Le personnel qui sacrifie à ce rituel ne peut s'empêcher d'exprimer son sentiment. Je suis maintenant rassuré qu'en ce qui concerne les problèmes de cœur, tout est normal. Et je crois que c'est une très bonne initiative. C'est une habitude en tant que sportif déjà. Déjà que j'ai eu à le faire, ça fait moins d'une semaine déjà. C'est révélé le négatif, comme d'habitude. Même si aucun cas de maladie n'est enregistré, les spécialistes ne manquent pas de prodiguer à chaque fois quelques conseils. Même chez ces personnes chez qui on n'a pas d'hypertension artérielle ou bien on ne trouve pas de problème particulier, il faut toujours donner des conseils sur les habitudes de vie qui vont permettre d'améliorer leur santé cardiovasculaire ou bien de les préserver en bonne santé cardiovasculaire. Outre le groupe L'Anecdote, la Fondation camerounaise du cœur ne ménage aucun effort pour réduire les maladies cardiovasculaires, raison pour laquelle cette même fondation a tenu à décerner les diplômes à Rigobert Song-Bahanak et Jean-Paul Akono pour leur action contre la mort subite au Cameroun. Rigobert Song-Bahanak et Jean-Paul Akono qui sont considérés par la Fondation camerounaise du cœur comme les chevaliers du cœur, d'où ces récompenses et ces diplômes. Allons rapidement en Côte d'Ivoire et cette nouvelle cache d'armes qui a été découverte à Abidjan, des sources bien introduites. Il s'agit là d'une opération menée par les forces de défense en Côte d'Ivoire. On aura observé que ces derniers temps, des cas de braquage, de cambriolage ont été observés au niveau des postes de police avec vol d'armes dont la destination et l'utilisation n'étaient pas encore clairement établies. Sidoine Monkam. Des lance-roquettes, des kalachnikovs, des fusils militaires en quantité, des munitions et des cagoules, voilà entre autres le contenu du stock d'armes saisi dans un gymnase situé en plein cœur d'un quartier populaire d'Abidjan. Les soldats déployés sur le site ont également découvert du matériel de communication, des fausses plaques minéralogiques, des véhicules administratifs et militaires et plus de 300 treillis. Tout un arsenal de guerre avec des badges estampillés
mouvement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire, un groupe totalement inconnu. Sur place, 4 personnes ont été interpellées et une enquête est en cours pour obtenir plus d'informations sur la provenance de cet arsenal de guerre. Et il faut dire que depuis 3 mois, des coups de vol d'armes par des individus non identifiés sont enregistrés dans des commissariats de police et des postes de gendarmerie à travers le pays. La Côte d'Ivoire a également été secouée cette année par des mutineries d'anciens rebelles intégrés dans l'armée et plusieurs évasions de prisonniers se sont produites en outre au début du mois d'août. Autant d'événements malheureux qui suscitent des interrogations au sein de l'opinion quand on se souvient qu'au début du mois de septembre, lors de l'arrestation de suspects, après l'attaque survenue à l'école de police d'Abidjan, des documents estampillés d'une mystérieuse division nationale pour la défense du territoire avaient été retrouvés par les forces de l'ordre. Abidjan avait aussitôt accusé des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo d'être derrière toutes ces tentatives de déstabilisation. Pour l'heure, le gouvernement ivoirien n'a encore fait aucune déclaration officielle au sujet de cette nouvelle découverte. 2 rendez-vous importants avant de boucler ce journal. Demain, visite du ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari au sein du groupe L'Anecdote en fin de matinée. Et puis tout à l'heure à 21 h, la suite de votre débat. Vous avez été nombreux à écrire et à déposer vos différents courriers et vos questions pour l'émission Au cœur du mystère. La suite ce soir d'une question fondamentale. Judas a-t-il réellement trahi Jésus? C'est la suite, 21 h. Rendez-vous à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui était de l'information ce soir. Merci d'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Situation insécuritaire qui entraîne un certain nombre de dépenses, la conséquence immédiate, ça a été une chute drastique des réserves de change, une chute drastique des réserves de change. S'agissant des premières mesures qui ont été prises et de l'apport, parce que nous avons déjà reçu des fonds de certains partenaires, notamment du FMI, lorsqu'on fait la combinaison de toutes ces raisons, ainsi que les mesures prises au niveau de la BEAC, on a déjà assisté à l'arrêt de la baisse des réserves, c'est-à-dire que cela a été stoppé. Et maintenant, nous voyons une remontée progressive des réserves de change. Cette remontée n'a pas encore atteint les niveaux que nous souhaitons, mais il est clair que ces premières mesures sont encourageantes. Le Paul Motazé est le ministre camerounais chargé de l'économie. On le sait, le Fonds monétaire international va également ouvrir un programme économique avec la République du Congo. Christine Lagarde, la directrice générale, l'a confirmé au cours d'une rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso. C'était en marge du sommet de l'Organisation des Nations Unies du côté de New York. Et une mission du FMI est sur le territoire congolais depuis ce début de semaine. Et depuis mardi, les négociations ont commencé avec un comité qui a été mis sur pied et une méthodologie qui est arrêtée pour aboutir à la mise en œuvre de ce programme économique. Pascal Ngagandiaï. Suspendu entre-temps pour des raisons électorales, les discussions bilatérales que le Congo a engagées avec le Fonds monétaire international résultent des conclusions de la réunion des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenue le 23 décembre 2016, à laquelle prenait également part Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Ce en vue d'un appui budgétaire après avoir conclu un programme avec cette institution. Le Congo, qui vient de relancer ses discussions avec le FMI à Brazzaville depuis mardi, à l'occasion de cette 3e visite de la mission du FMI, n'y prend pas part de main morte. Il s'est constitué en interne une commission chargée de négociations qui fait face aux experts et aux exigences du FMI. Tout dépend de la capacité de négociation du pays. Parce que lorsque nous rentrons en ajustement structurel, c'est au pays de proposer un certain nombre de mesures. Et si vous ne vous préparez pas, si vous ne prenez pas la précaution de mener des études pour voir dans quel domaine il faut ajuster, vous donnez toute la latitude aux experts du FMI d'ajuster tel qu'ils le veulent. Et cet ajustement peut être aveugle. Le contraire a des conséquences telles que toute la latitude de décision revient aux experts venus du FMI. Quand un expert du FMI arrive pour faire l'ajustement, pour lui, il faut réduire les dépenses et partout où il estime que
la dépense publique est élevée, il va essayer de réduire. Si cette dépense est élevée au niveau des salaires, il va essayer de réduire les salaires. Si cette dépense est élevée au niveau des investissements, il va essayer de réduire les investissements. Peu importe. Pour l'expert du FMI, c'est d'avoir réussi à ramener vos dépenses au niveau des ressources. Comme venait de le déclarer M. Lucien Ibata, le président du comité technique pour la partie congolaise, les Congolais doivent être rassurés que le gouvernement travaille pour eux. Il ne s'agira pas de recommandations ni de conclusions à sens unique. On ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, cette journée est consacrée à l'accès à l'information. C'est une journée internationale ce 28 septembre, même si on n'a pas noté de réelles manifestations au Congo comme au Cameroun. Mais la réflexion reste toujours là, celle liée au droit d'accès à l'information au niveau des médias, mais également au niveau de l'opinion. Comment situer cette nécessité aujourd'hui, M. Cyril Tchungi? Les unes des journaux et les sujets traités dans les radios et chaînes de télévision ne laissent aucun doute sur le droit d'accès à l'information au Cameroun. Le droit à l'information au Cameroun est une réalité. Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h. À la une du journal, les voyants sont presque au rouge pour ce qui est de l'économie dans la sous-région CEMAC. Le taux de croissance 2016 est très faible, moins 0,4%. Comment faire pour relever la tête? C'est l'objet d'une grande réflexion qui s'est tenue aujourd'hui à Douala dans le cadre de la 3e session du comité de pilotage des politiques de réforme économique et financière de la sous-région avec une recommandation pratiquement encouragement des mariages entre la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et le Fonds monétaire international. Comment procéder? C'est les conseils qui ont été enregistrés aujourd'hui. Les ministres en charge de l'économie et des finances étaient rassemblés dans la capitale économique du Cameroun. C'est un rapport tout à fait gênant et les pouvoirs publics parlent d'un rapport mensonger venant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de Human Rights Watch au sujet de l'encadrement de la lutte contre Boko Haram. Ce rapport accuse à nouveau les forces de défense du Cameroun. Ce rapport parle également de ce Cameroun-là qui libérerait de façon forcée des réfugiés nigérians au mépris des accords signés ici à Yaoundé en juin 2016. L'État camerounais, l'opinion d'une façon globale, parle d'un nouveau faux rapport. Le sport expose-t-il aux maladies cardiovasculaires en cette semaine consacrée aux maladies du cœur? La rédaction de Vision 4 interroge la place du sport, constatant justement que plusieurs sportifs sont frappés par ces maladies aujourd'hui. Selon les spécialistes rencontrés, le sport garde tous ses mérites. Le sport reste même plutôt encouragé. Mesdames, et voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous vous proposons le développement juste derrière. D'abord, ces mesures spéciales qui sont prises dans le nord-ouest et le sud-ouest pour protéger les populations suite à la circulation des tracts et autres messages qui appellent à des mobilisations le 1er octobre prochain. On a par exemple ces mesures qui sont prises par le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okaliabilai, qui appelle d'abord les populations à rester chez elles, qui appelle également les parents à garder leurs enfants à la maison entre le vendredi 29, c'est-à-dire demain à partir de 21h, jusqu'au lundi 2 octobre à 7h. Ces mesures spéciales concernent par exemple aussi l'interdiction des activités des motos-taxis, l'interdiction des mouvements de personnes et suspension du transport interurbain entre différentes localités dans le sud-ouest, fermeture des frontières terrestres et maritimes, fermeture des bars, snack-bars et autres boîtes de nuit, interdiction de tout rassemblement de plus de 4 personnes, entre autres mesures
présentés sous la forme de 2 communiqués par le gouverneur Bernard Okalia Bilay, qui indique également que le calme doit revenir dans la région. Pour cela, le gouverneur il recommande aux populations de bien vouloir ignorer tous les appels à manifester ou tout acte de destruction qui pourrait motiver une ferme réaction de l'armée. Le gouverneur appelle les parents à garder leur progéniture à la maison pour leur sécurité, que toutes les autorités traditionnelles, religieuses, les leaders politiques et élites prennent leurs responsabilités en sensibilisant leur communauté sur la nécessité de rester à domicile et d'éviter tout acte de provocation. Les pouvoirs publics, notamment le président de la République, ayant donné des instructions pour le déploiement de l'armée dans le nord-ouest et le sud-ouest. La question n'a cependant pas été ouvertement abordée au cours du conseil de cabinet, le dernier du mois, qui s'est tenu aujourd'hui à la primature. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont examiné les implications de cet accord économique triennal entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. La même question qui était abordée à Douala entre les différents ministres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en charge des questions économiques et financières. Le taux de croissance 2016 en zone CEMAC est très faible, moins 0,4%. Il faut relever la tête face à la crise économique causée par la chute du baril du prix du pétrole. Et l'option choisie par ces ministres semble être le Fonds monétaire international. Edmond Foutué. Du fait de la polarisation de leurs économies, reposant en grande partie sur les exportations des matières premières de base, le taux de croissance des pays de la CEMAC s'est établi à moins 0,4% en 2016 contre 1,8% en 2015, un niveau jamais atteint au cours des 15 dernières années. En 2017, il s'affermirait légèrement à 0,4%. Ceci grâce à une amélioration des termes de l'échange et de la mise en œuvre des réformes, principalement dans le cadre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Ce tableau a été présenté ce 28 septembre 2017 à Douala au cours de la 3e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Les ministres de l'économie et des finances des pays membres qui ont pris part aux assises de Douala ont constaté qu'en 2016, les soldes budgétaires étaient tous déficitaires. Cela traduit à suffisance que les différentes mesures mises en œuvre n'ont pas encore donné les résultats escomptés. S'agissant de l'évaluation de l'état de conformité en 2016 aux critères de convergence, la communauté CEMAC, ici réunie, a observé 2 critères sur 4, à savoir ceux relatifs à l'inflation et l'endettement. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad ont respecté 2 critères sur 4, ceux afférents à l'endettement et l'inflation. La Centrafrique a respecté un seul critère, celui relatif à l'endettement. Le Congo n'a observé aucun critère. Ainsi, les critères sur la non-viabilité budgétaire et la non-accumulation d'arriérés de paiement n'ont été observés par aucun État membre. Dans le but de faciliter le redressement des finances publiques, les pays n'ayant pas encore conclu un programme avec le FMI ont été invités à le faire afin que la communauté tout entière puisse œuvrer ensemble pour la sortie de crise. La voie de sortie semble donc être le Fonds monétaire international dans le cadre des programmes économiques. On vous le disait, les ministres du gouvernement camerounais ont parlé de cette question aujourd'hui au cours d'un conseil de cabinet. Autre élément important à verser dans ce dossier, ce sont les causes de la situation économique actuelle de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À cette question, le Paul Motazé dresse le tableau tout en indiquant quelques pistes de solutions. Je vous propose de l'écouter. S'agissant des États qui sont déjà sous programme, un certain nombre de mesures ont déjà été mises en place. Il ne s'agit pas que au niveau des États, il y a aussi des travaux à faire au niveau de la sous-région, c'est-à-dire de la CEMAC, de la BEAC. Et lorsqu'on voit l'application des premières mesures qui ont été prises, on note déjà un relèvement qui n'est pas encore au niveau que nous souhaitons, mais nous notons déjà un relèvement des réserves. Parce qu'il faut savoir que la crise économique que nous connaissons, qui est causée par les éléments que vous connaissez, baisse du prix du pétrole. Figurez-vous que tous les ministères vous envoient des invitations pour couvrir leurs événements et à l'issue de ces événements, vous avez certains responsables qui sont soumis
au jeu de questions-réponses que vous leur proposez. Seulement, des experts estiment que tout n'est pas susceptible d'être publié par la presse. C'est le cas des documents dits confidentiels. Ces messages, lorsque vous voyez ces messages, ont un auteur, n'est-ce pas, une origine, comme on dit, l'origine, n'est-ce pas, du rédacteur, celui qui signe le message. Et les destinataires sont bien mentionnés sur le message. Comment voulez-vous que ces messages aujourd'hui puissent être publics? Les journalistes, dans leur mission d'informer, pensent qu'il n'existe pas de documents confidentiels. Pour eux, tout dépend de l'usage dont on en fait. Il doit traiter, n'est-ce pas, le document qu'il avait lu, au lieu de publier ça, par exemple, en fac-similé, comme la plupart de nos confrères le font. Ben là, vraiment, il tombe sur le coup de la loi. Pour ce qui est des informations liées à l'armée, il faut beaucoup d'abstinence. Le seul point que l'on pourrait relever, c'est le secret défense. C'est-à-dire un secret qui pourrait, n'est-ce pas, s'il était divulgué, mettre à mal la sécurité d'un pays ou alors la consistance opérationnelle de la force. À partir de ce moment, nous mettons des balises et l'armée camerounaise n'est pas la seule à ériger ces balises que l'on appelle secret défense. C'est pratiqué dans toutes les... Ainsi, l'on peut dire que le traitement et la diffusion des informations appellent à la conscience et au patriotisme des journalistes. Et la question du droit à l'information sera certainement abordée demain avec le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari qui va effectuer une visite au sein du groupe L'Anecdote demain en fin de matinée. Autre question qui pourrait également être de mise, celle liée à ces rapports accablants contre le Cameroun, le dernier étant celui du HCR et de quelques organisations sur la lutte contre Boko Haram, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et une autre organisation qui s'occupe des droits de l'homme pense que l'armée camerounaise ferait quelques exactions contre des réfugiés, notamment les réfugiés nigérians. Ce rapport est problématique et contesté aujourd'hui parce qu'il semble ignorer les accords tripartites signés au mois de juin 2016 ici au Cameroun et qui organisait le système de rapatriement des réfugiés. Mathieu Wamba. Les rapports s'enchaînent sur l'armée et les têtes du Cameroun. Après Amnesty International, c'est au tour de Human Rights Watch d'accuser les forces de défense et de sécurité du Cameroun des actions commises sur les réfugiés nigérians. Viols, extorsion, brimades, traitement dégradant, expulsion forcée de réfugiés, tout y passe. Ces rapports amènent les autorités camerounaises à s'interroger sur les véritables intentions de ces ONG. Au Cameroun, les autorités parlent d'une armée de métier, bien formée et dont les actes à elle imputés ne sont qu'un dilatoire, en plus, pour jeter le discrédit sur sa grande muette. Depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram et l'afflux massif de réfugiés fuyant la guerre, les forces de défense et de sécurité du Cameroun ont toujours été aux côtés des populations civiles sinistrées pour apporter assistance et sécurité dans les camps, et principalement celui des Minawao. Le rapport de 60 pages de Human Rights Watch ne s'arrête pas là et accuse également les autorités camerounaises d'expulsion. Plus de 100 000 depuis 2015 qui auraient pris le chemin de retour au forceps. Mais ce qu'il ne dit pas ce rapport, c'est que le Cameroun requiert 243 millions de dollars pour faire face à cette situation. Quand les bailleurs de fonds et l'ONU ont fait défection, abandonnant le pays seul face à une crise humanitaire qui se profile au nord du pays. De plus, la rencontre tripartite Cameroun-Nigeria-HCR le 16 juin 2016 pour organiser les retours volontaires a été occultée par le rapport de l'ONG. On note donc un manque de franche collaboration entre le HCR et les autorités camerounaises. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ne décolère pas, évoquant la méconnaissance d'un dossier dans lequel Human Rights Watch se serait fourvoyé. Mais au-delà des récriminations contre ces ONG, le peuple camerounais interroge l'attitude du HCR qui contribue à entretenir la confusion dans l'opinion. Nous rappelons ces mesures qui ont été prises dans le sud-ouest à l'effet de sécuriser les populations. Le gouverneur rappelle que le chef de l'État a donné des instructions pour le déploiement des forces de défense afin de sécuriser les populations. Pour accompagner cette mobilisation, le gouverneur prescrit ces mesures: interdiction des activités de moto-taxi, interdiction des mouvements des personnes, suspension du transport interurbain entre différentes localités, fermeture des frontières terrestres et maritimes, fermeture des bars,
snack bar, haute débit de boissons et boîtes de nuit. Interdiction également de tout rassemblement de plus de 4 personnes. Ces mesures vont de vendredi 29 septembre à 21 h au lundi 2 octobre à 7 h du matin. Voici une opération qui vient peut-être soulever la question de la décentralisation et la gestion du cantonnage au Cameroun. Vous avez certainement observé qu'entre Yaoundé et Simalène, les problèmes de visibilité se posent. Les hautes herbes semblent perturber la circulation, causant des accidents de la circulation justement. Le cortège présidentiel a également vécu justement ces moments de couverture et d'obstruction de la visibilité. En attendant les réponses à la décentralisation, le préfet de la Mefoua-Famba a pris lui-même la machette pour procéder au cantonnage. C'était aujourd'hui Gaël Jakam. Donner une meilleure visibilité de la route aux automobilistes empruntant l'axe routier Yaoundé-Simalène et contribuer de manière efficace à la préservation saine de l'environnement, telles sont les recommandations prescrites par le préfet du département de la Mefoua-Famba à l'équipe chargée de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Cet axe a une importance double. Déjà, ça conduit à la région du Sud et ça conduit à nos pays voisins, le Gabon, la Guinée équatoriale. Donc nous voulons que cette parcelle doit toujours être maintenue dans la propreté pour que le visiteur qui arrive au Cameroun ait déjà une bonne image de notre pays. Cette séance d'investissement humain s'inscrit également dans le cadre de l'opération Zéro Accident sur cet axe routier, d'ailleurs très prisé. Pour le maire de la ville de Fou, présent sur les lieux, cette initiative mérite des encouragements. Je suis très ému de savoir que monsieur le préfet a mis du sien dans cet assainissement humain auquel je suis si habitué. Ma fierté est de ce que l'autorité administrative descende faire ce travail. Les travaux qui couvrent toute la zone de Kolda 1 ont vu également la participation du chef de ce canton venu soutenir le préfet dans cet élan. C'est de trouver d'abord des jeunes gars volontaires qui peuvent nous aider à faire ce cantonnage. Ça, c'est mon apport matériel et physique. Le préfet de la Mefoua-Famba, Emmanuel Mariel Djigden, ne s'est pas limité à donner des directives. Il a également tenu à apporter sa modeste pierre à l'édifice de cette localité. Comme pour dire, l'exemple vient du haut. Ici connaît. Parlons d'autre chose à présent.